Salut à tous. Ce que nous vivons en ce moment n'est pas une crise passagère, une turbulence temporaire que les marchés absorberont en quelques semaines. Ce que nous vivons est une recomposition profonde de l'ordre mondial dont les effets économiques, militaires et politiques ne font que commencer à se faire sentir. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut partir du terrain, des faits concrets et refuser les discours rassurants qui servent davantage à calmer l'opinion publique qu'à décrire la réalité. La réalité, elle est brutale et elle mérite d'être regardée en face. Les Émirats arabes unis ont fermé la plus grande raffinerie de pétrole au monde sans aucune perspective de réouverture à court terme. Le Qatar est dans une situation comparable. Ces deux économies structurellement dépendantes du transit et de l'exportation d'hydrocarbures se retrouvent paralysées par un contexte militaire qu'elles n'ont pas créé, mais dont elles subissent pleinement les conséquences. Ce n'est pas un incident isolé, c'est le signe d'une bascule systémique. L'Iran continue de lancer des missiles balistiques de théâtre, il continue de frapper des cibles en Israël et dans l'ensemble de la région du Golfe avec une régularité qui dément les déclarations officielles selon lesquelles la situation serait sous contrôle. Ces capacités à l'est du pays, des villes souterraines abritant des arsenaux entiers de missiles, des systèmes d'armes dispersés dans des galeries creusées à grande profondeur, n'ont pas encore été touchées, non pas par manque de volonté politique, mais parce qu'elles se trouvent tout simplement hors de portée de la majorité de nos systèmes d'armes conventionnels. Ce conflit n'est pas en train de se terminer. Il s'installe lorsque l'administration américaine tente de rassurer les marchés en affirmant que tout va bien et que la fin est proche. Il faut comprendre la nature de ce discours. C'est un discours politique construit pour éviter la panique à court terme, pas une analyse stratégique fondée sur les réalités du terrain. Les marchés sont intelligents, ils finiront par s'en rendre compte, et quand ce moment arrivera, la correction sera violente. À Washington, ce genre d'assurance tient souvent moins de l'analyse que de la conférence de presse où l'on croit qu'un ton ferme peut remplacer les faits. Examinons maintenant ce que cela signifie concrètement sur le plan des approvisionnements mondiaux en énergie, car c'est là que les effets les plus durables vont se manifester. Les pays du Golfe ont réduit leur production de 6-7 millions de barils par jour, soit environ un tiers de la production régionale. La raison est avant tout mécanique et logistique. Les capacités de stockage sont saturées. Les navires ne peuvent plus venir s'approvisionner librement. Donc les réservoirs débordent. Donc la production doit s'arrêter. Le problème, c'est que ces infrastructures de stockage ne sont pas conçues pour fonctionner indéfiniment à pleine capacité dans un régime d'urgence. Arrêter la production signifie également que les effets se feront sentir bien après la réouverture éventuelle du détroit d'Ormuz, car les installations devront être remises en état, les équipements réactivés progressivement, les chaînes logistiques reconstituées, les contrats d'approvisionnement renégociés. C'est pas une question de jours ou de semaines. C'est pas un simple interrupteur qu'on rallume après une panne. Ce sont des systèmes industriels complexes qui ont besoin de temps pour retrouver leur régime de croisière. Prenons le chiffre le plus important. Environ 25% des réserves mondiales de pétrole sont actuellement hors service. Un quart de l'approvisionnement mondial en pétrole a disparu du marché, non pas de façon temporaire dans tous les cas, mais dans certains cas de manière indéfinie. Parallèlement, 35% des engrais mondiaux ne sont plus expédiés. C'est un chiffre qu'on a tendance à négliger parce que l'engrais est moins spectaculaire que le pétrole et parce que ses effets mettent plus de temps à se faire sentir. Mais ses conséquences sur la production alimentaire mondiale sont tout aussi dévastatrices, peut-être même davantage, parce qu'elles touchent à la base même de la chaîne alimentaire. Sans engrais, les rendements agricoles chutent. Avec des rendements en baisse et des coûts de transport qui explosent, les prix alimentaires suivent une trajectoire inévitable à la hausse. Le gaz naturel fournit à lui seul plus de 40% de l'électricité consommée aux États-Unis. Une hausse durable des prix du gaz se traduit immédiatement par une augmentation des factures d'énergie pour les ménages, par une hausse du coût des matières premières pour les fabricants d'engrais et de produits chimiques et, à terme,
par une inflation structurelle des prix alimentaires et des biens de consommation. Ce mécanisme est bien connu des économistes, mais il reste largement sous-estimé dans le discours public. Cela crée une contrainte considérable sur la politique monétaire américaine. Une inflation persistante alimentée par l'énergie rend impossible toute baisse des taux d'intérêt, ce que la Réserve fédérale avait pourtant envisagé pour 2026. Un cycle de crédit qui se resserre dans ce contexte aggrave les difficultés des ménages et des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises les plus exposées aux variations de coûts énergétiques. En Europe, les stocks de gaz naturel liquéfié sont déjà bien en dessous de la moyenne historique, 46 milliards de mètres cubes à la fin de février 2026, contre 60 milliards à la même période en 2025. Les capacités de stockage spécifiques de gaz naturel liquéfié sont tombées en dessous de 30% dans plusieurs pays. C'est une situation qui, en temps normal, déclencherait déjà une alerte rouge chez les régulateurs énergétiques européens. Dans ce contexte de conflit ouvert au Moyen-Orient, c'est une vulnérabilité structurelle d'une gravité exceptionnelle. La demande asiatique, notamment en Chine et en Inde, reste extraordinairement élevée. Chacun de ces deux pays dépend à hauteur de 50% du pétrole en provenance du Golfe. Même si l'Iran a indiqué que les navires battant pavillon chinois ou indien pourraient théoriquement traverser le détroit d'Ormuz sous certaines conditions, cela ne résout pas le problème fondamental. Si rien n'est raffiné, si rien n'est extrait, si rien ne peut être stocké ni chargé dans les ports du Golfe, il n'y a tout simplement rien à transporter, quelle que soit la nationalité du navire. La croissance projetée de 7% des approvisionnements mondiaux en gaz naturel liquéfié pour 2026, qui devait être la plus forte depuis 2019, tirée par de nouveaux projets aux États-Unis, au Canada et au Qatar, est désormais anéantie. Ces perspectives ont été effacées du tableau. Il faut aussi comprendre la dimension géopolitique de la pression sur les prix pétroliers dans le cadre plus large de la rivalité sino-américaine. En prenant le contrôle des ressources vénézuéliennes et en frappant militairement l'Iran, les États-Unis ont de fait coupé les deux principales sources de pétrole à prix réduit utilisées par la Chine. Pékin est désormais contraint d'acheter du pétrole plus cher sur le marché mondial, ce qui épuise ses réserves stratégiques et pèse sur sa compétitivité industrielle. La Chine détenait dans ses réserves stratégiques une couverture nette des importations de l'ordre de 104 à 115 jours au début de l'année 2026. Cette marge va se réduire, elle n'est pas infinie, et la réaction de Pékin à cette pression n'est pas encore entièrement visible, mais elle sera significative dans les semaines à venir. Il faut être très clair sur le fait que ces effets ne nous épargnent pas, nous, les Américains. Certains affirment que les États-Unis sont en position favorable parce qu'ils produisent leur propre pétrole, parce qu'ils ont désormais le Venezuela dans leur orbite, parce que leurs réserves sont abondantes. C'est vrai sur le plan de la production brute, mais le pétrole est une matière première mondiale dont le prix se forme sur des marchés internationaux. Aucun pays producteur n'échappe aux effets d'un choc de prix mondial, même s'il produit davantage qu'il ne consomme. L'inflation va nous rattraper. Les coûts de l'électricité vont augmenter, les biens industriels deviendront plus chers et la politique monétaire sera contrainte d'une façon qui freinera la croissance économique et aggravera les conditions de vie de la majorité des Américains. Pas les milliardaires, dont la fortune résiste à tout, mais les gens ordinaires, ceux qui calculent leur budget à la semaine et pour qui une hausse de 30% du prix de l'énergie est une catastrophe à l'échelle du foyer. Ces effets ne seront être pas pleinement visibles avant l'été, mais ils vont s'installer durablement et auront des conséquences politiques très concrètes pour l'administration, notamment en vue des élections de mi-mandat. Tournons-nous maintenant vers la logique militaire de cette confrontation, parce que c'est là que les illusions sont les plus dangereuses. L'administration américaine a fait le pari que la puissance de feu aérienne et navale suffirait à plier l'Iran, à le forcer à rouvrir le détroit et à accepter des conditions de paix favorables à Israël. Trump
a menacé publiquement de frapper avec une intensité 20 fois supérieure si le détroit ne s'ouvre pas, en ajoutant que des cibles supplémentaires seraient neutralisées de façon à rendre la reconstruction de l'Iran comme nation pratiquement impossible. Le secrétaire à la Défense a évoqué des journées de frappe record, le plus grand nombre de chasseurs déployés, le plus grand nombre de bombardiers en action, des renseignements plus précis que jamais. Les coûts financiers de cette campagne sont déjà colossaux. Environ 5-4 milliards de dollars ont été dépensés au cours des premières 24 à 36 heures d'opérations intensives. En perspective, la campagne aérienne de 78 jours contre la Serbie en 1999 avait coûté environ 4 milliards de dollars au total. Chez Trump, hausser le volume des menaces sert trop souvent de substitut à un plan, comme si les décibels tenaient lieu de doctrine. Nous brûlons en quelques heures ce qui représentait plusieurs semaines de campagne il y a 25 ans, et nous n'avons toujours pas obtenu les résultats politiques recherchés. Et toute cette rhétorique et cette dépense colossale se heurte à une réalité historique et stratégique incontournable que l'histoire militaire moderne nous enseigne avec une constance remarquable. Les campagnes aériennes, aussi intensives et sophistiquées soient-elles, n'ont jamais suffi à elles seules à forcer la capitulation inconditionnelle d'un adversaire politiquement déterminé. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait documenté. La campagne aérienne de 38 jours contre l'Irak en 1991 n'a pas mis à genoux les forces de Saddam Hussein. C'est la manœuvre terrestre de Desert Storm, l'une des plus massives de l'histoire militaire moderne, avec plus de 500 000 soldats déployés, qui a scellé l'issue du conflit en à peine 100 heures. Les 78 jours de bombardement intensif de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord contre la Serbie n'ont pas forcé une reddition inconditionnelle. Ils ont permis une négociation, certes, mais dans un contexte géopolitique radicalement différent de celui auquel nous faisons face aujourd'hui, avec un adversaire isolé, diplomatiquement et dépourvu d'alliés stratégiques. Les destructions massives infligées à l'Allemagne et au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont pas brisé les populations ni contraint leur gouvernement à capituler avant des années de guerre totale sur tous les fronts, simultanément. Dans le cas du Japon, ce qui a finalement emporté la décision impériale, c'est moins la bombe atomique en elle-même, aussi traumatisante soit-elle, que la certitude que l'Union soviétique allait envahir les îles japonaises. L'état-major impérial et l'entourage de l'empereur ne voulaient pas voir leur pays divisé à l'allemande entre zones d'occupation soviétique et américaine. L'humiliation de la capitulation face aux États-Unis était jugée préférable à la perspective d'un partage du territoire national. Ce contexte historique est essentiel pour comprendre comment fonctionne réellement la décision de capituler d'un État. Elle ne résulte pas d'un seuil quantitatif de destruction matérielle, mais d'un calcul politique et existentiel sur la survie de l'entité nationale face à l'ensemble des menaces qui pèsent sur elle. L'Iran n'est pas un État fragile ou désorganisé. C'est un pays de 4,25 millions d'habitants, 4 fois plus grand géographiquement que l'Irak, avec une doctrine militaire fondée depuis des décennies sur la résilience, la dispersion des capacités et l'aptitude à absorber les frappes tout en conservant des moyens de riposte opérationnels. Les missiles iraniens sont enfouis dans les falaises, répartis dans des tunnels souterrains profonds dans les régions montagneuses à l'est du pays, protégés par des couches de roches et de béton, qui résistent aux munitions conventionnelles les plus puissantes disponibles dans nos arsenaux. Les lanceurs peuvent être remplacés. Les réserves de missiles sont dispersées et redondantes. Rien n'indique que l'Iran soit à court de munitions à court terme. Et surtout, leur stratégie est parfaitement cohérente sur le plan doctrinal. Ils ne cherchent pas à vaincre militairement la première puissance militaire du monde. Ils cherchent à survivre suffisamment longtemps pour que les coûts économiques, politiques et diplomatiques de la guerre deviennent politiquement insupportables pour Washington et pour ses alliés. Survivre, c'est gagner. C'est une doctrine éprouvée et elle a fonctionné pour de nombreux acteurs régionaux déterminés face à des puissances militairement supérieures. Concernant les conditions posées à l'Iran par l'administration américaine, il faut appeler les choses par leur nom.
Ces conditions sont fondamentalement des revendications israéliennes. Elles ne reflètent pas les intérêts stratégiques propres des États-Unis pris en eux-mêmes. Elles reflètent les objectifs sécuritaires maximaux d'Israël. Zéro enrichissement d'uranium d'aucune sorte. Démantèlement complet de l'arsenal de missiles balistiques iraniens. Interdiction de tout partenariat régional qui pourrait constituer une menace pour Tel Aviv. En résumé, l'Iran doit renoncer à toute capacité de dissuasion, se priver de tout allié régional et accepter une position de vulnérabilité totale et permanente. C'est une capitulation sans condition. Présenter cela comme une offre raisonnable relève du vieux tour de passe-passe trumpien, emballer l'inacceptable, puis s'étonner que personne n'applaudisse. Et les dirigeants iraniens, quelle que soit leur division interne sur d'autres sujets, savent exactement ce que signifie historiquement la capitulation pour un État qui baisse les armes face à une puissance hégémonique. Ils ne prendront pas ce chemin, parler de forcer des navires commerciaux à traverser le détroit d'Ormuz par la force, et tout aussi irréaliste dans les conditions actuelles. Aucune compagnie d'assurance maritime au monde ne couvrira un navire qui tente de forcer le passage d'un détroit où des missiles anti-navires à guidage de précision sont positionnés dans les falaises surplombantes, prêts à être déclenchés à la moindre tentative. Ce n'est pas une question de bravoure des capitaines ni de détermination des armateurs. C'est une question de calcul économique rationnel et de probabilité de survie. Un navire coulé représente des dizaines de millions de dollars de pertes immédiates, sans compter la cargaison et les vies humaines. Aucune prime d'assurance ne peut couvrir un risque aussi prévisible. Dans cette mise en scène, il ne manque plus qu'un pupitre et quelques slogans pour faire croire qu'un risque militaire devient solvable par simple effet d'annonce. Sur le plan international, la dynamique évolue dans une direction très préoccupante pour Washington. La Russie a clairement indiqué, par la voix du porte-parole du Kremlin, qu'elle ne voit aucune possibilité ni aucune intention de mettre fin rapidement au conflit au Moyen-Orient. Après sa conversation téléphonique avec Trump, Poutine a fait des déclarations publiques sur le détroit d'Ormuz et sur l'approvisionnement en énergie de l'Europe qui ne laissent aucun doute sur les intentions de Moscou. La Russie cherche activement à exploiter la crise énergétique. Elle envisage de couper ses livraisons d'hydrocarbures vers l'Europe avant même que les nouvelles sanctions européennes n'entrent pleinement en vigueur. Préférant réorienter ces volumes vers des marchés asiatiques plus accueillants plutôt que d'attendre que la porte se ferme brutalement. Cette décision, si elle se confirme, va aggraver considérablement la pression sur les économies européennes qui font déjà face à des stocks de gaz naturel historiquement bas. L'Europe se retrouvera ainsi exposée à une double contrainte simultanée. Les perturbations liées au conflit du Golfe, d'un côté, le retrait progressif mais accéléré du gaz russe de l'autre, la grande stratégie américaine consistant à séparer la Russie de la Chine et de l'Iran en offrant une levée des sanctions en échange d'un accord commercial et énergétique est une illusion géopolitique. La Russie et la Chine partagent une immense frontière terrestre, un volume d'échanges bilatéraux colossal et une vision commune d'un monde multipolaire qui les libère de la tutelle du dollar et de l'hégémonie occidentale. Pékin est le premier client de Moscou pour à peu près tout ce que la Russie produit en matière d'énergie, de minerais et de produits agricoles. Il n'y a aucune raison logique pour Moscou de sacrifier cette relation structurelle afin d'obtenir une levée partielle et conditionnelle de sanctions américaines, d'autant moins dans un contexte où ces mêmes États-Unis viennent de démontrer leur disposition à employer la force militaire de façon unilatérale pour protéger leurs intérêts économiques. La Turquie, qui joue un jeu complexe entre ses alliances formelles au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et ses intérêts régionaux propres, aide discrètement l'Iran sur le plan du renseignement
La proximité entre Ankara et Téhéran va sans doute s'accentuer dans les semaines et les mois à venir, car la Turquie perçoit l'affaiblissement de l'Iran comme une menace directe pour l'équilibre régional dans lequel elle a des intérêts propres et de vieilles ambitions. Les Kurdes, que les États-Unis espéraient entraîner dans une offensive terrestre contre l'Iran, ont refusé catégoriquement, sachant parfaitement que se retrouver en première ligne d'une guerre contre un voisin puissant, avec la certitude d'être abandonné dès que les intérêts américains évolueraient, serait suicidaire. L'histoire des relations entre Washington et les forces kurdes au cours des dernières décennies leur a enseigné cette leçon de façon particulièrement douloureuse. De plus en plus de pays, y compris certains qui entretiennent des relations normalisées ou cordiales avec Washington, perçoivent les actions américaines dans cette crise comme une démonstration de force injustifiée et contre-productive. Cette perception alimente un basculement progressif, mais bien réel, d'une partie de la communauté internationale vers une position qui, sans être explicitement pro-iranienne, est clairement hostile à la logique de destruction systématique et à l'escalade militaire illimitée. Que peut donc faire Trump dans ce contexte ? Il se retrouve coincé entre plusieurs impératifs contradictoires qui rendent toute sortie honorable extraordinairement difficile à construire. Il doit rouvrir le détroit d'Ormuz pour stabiliser les marchés pétroliers et éviter une catastrophe économique intérieure qui compromettrait gravement ses chances électorales. Il est en même temps soumis à une pression constante de certains conseillers militaires et de certains lobbies politiques pour maintenir l'intensité des frappes, pour ne pas paraître faible, pour aller jusqu'au bout d'une logique guerrière qui promet la capitulation iranienne seulement si l'on y met suffisamment de puissance de feu. Il y a dans ce débat interne à Washington une vision incarnée notamment par le général Kane et d'autres analystes proches du complexe militaro-industriel selon laquelle il faudrait simplement continuer à bombarder jusqu'à ce que l'Iran, en tant qu'État-nation, cesse d'exister comme force organisée. Cette vision suppose explicitement que les coûts économiques mondiaux de cette stratégie, la hausse des prix pétroliers, la récession en Europe, le ralentissement de la croissance mondiale, constituent un sacrifice acceptable pour éliminer durablement la puissance iranienne du Moyen-Orient. Chez les faucons pro-Trump, chaque impasse devient curieusement la preuve qu'il faut frapper encore plus fort, comme si l'échec n'était qu'un manque de volume. C'est une position qui ne résiste pas à l'examen. D'abord parce qu'elle surestime massivement la capacité de la puissance aérienne à désintégrer une société et un État de la taille de l'Iran. Ensuite, parce qu'elle sous-estime dramatiquement les réactions internationales à une campagne prolongée de destruction systématique. Et enfin, parce qu'elle ignore superbement les effets de rétroaction économique qui vont finir par toucher les États-Unis eux-mêmes, quelle que soit l'étendue de leur production pétrolière nationale. Le problème fondamental, c'est que les deux objectifs, rouvrir le détroit et poursuivre l'escalade militaire, sont strictement incompatibles. Plus les frappes s'intensifient, plus la position iranienne se rigidifie, car chaque escalade américaine est présentée par Téhéran à sa population comme la preuve que la résistance est justifiée. Plus le détroit reste fermé, plus les prix mondiaux de l'énergie montent. Plus les prix montent, plus la pression politique et économique sur Washington s'accumule. C'est une spirale dont on ne sort pas par l'escalade militaire, mais seulement par la négociation politique. Une négociation qui exige de reconnaître que l'autre camp a des intérêts légitimes et une capacité réelle de résistance. La communication trumpienne adore vendre l'escalade comme de la maîtrise, alors qu'elle confond souvent posture martiale et stratégie viable. L'alternative sérieuse, une négociation politique fondée sur une reconnaissance mutuelle des intérêts de sécurité, qui prendrait en compte la préoccupation iranienne de ne pas se retrouver dans une position de vulnérabilité totale et unilatérale, et qui offrirait des garanties concrètes et vérifiables à toutes les parties, est précisément celle qui n'est pas encore sur la table. Elle supposerait de mettre de côté les revendications maximalistes, d'accepter que l'Iran continuera d'exister en tant qu'État-nation souverain avec ses propres intérêts nationaux, que les objectifs d'Israël et les intérêts stratégiques des États-Unis
ne sont pas identiques et ne l'ont jamais été, et que tout accord durable dans cette région doit impliquer une architecture de sécurité inclusive plutôt qu'une architecture fondée sur la domination militaire unilatérale d'un seul acteur. La diplomatie exige du courage politique, pas seulement de la puissance de feu. Elle exige d'accepter des compromis que certains jugeront inacceptables. Elle exige de traiter l'adversaire comme un interlocuteur capable de raison plutôt que comme une maladie à éradiquer. Tant que cette voie ne sera pas explorée sérieusement avec la volonté politique réelle de parvenir à un accord qui tienne compte des réalités du terrain, la guerre continuera. Les effets économiques vont s'aggraver, semaine après semaine. Les alliances internationales vont continuer de se réaligner lentement, mais sûrement, au détriment des États-Unis. Et ce sont les citoyens ordinaires, pas les gens qui ont les moyens de se protéger contre l'inflation et de diversifier leurs actifs, qui en paieront le prix le plus lourd. La seule vraie question qui reste ouverte est de savoir si les dirigeants qui ont la capacité de changer cette trajectoire trouveront la lucidité nécessaire pour reconnaître que la puissance militaire a des limites objectives, que la destruction n'est pas une stratégie et que les intérêts à long terme des États-Unis, leur sécurité, leur prospérité, leur crédibilité internationale, ne sont pas mieux servis par une politique de confrontation maximale que par une diplomatie patiente, réaliste et respectueuse des intérêts de toutes les parties concernées. C'est le détail que les shows politiques à la Trump traitent souvent comme un simple problème de narration, alors qu'il s'agit d'une limite bien réelle. Il faut aussi parler franchement de ce que cette crise révèle sur la façon dont les décisions de politique étrangère américaine sont réellement prises. Lorsqu'on examine les exigences posées à l'Iran, lorsqu'on écoute les conseillers qui influencent Trump sur ce dossier, lorsqu'on observe les pressions exercées sur le Congrès américain, il devient difficile d'ignorer que l'intérêt national américain et les objectifs sécuritaires d'Israël ont été traités comme une seule et même chose. Ce n'est pas une position tenable à long terme, ni militairement, ni politiquement. Israël est un allié important, mais les intérêts d'un allié et les intérêts propres d'une grande puissance ne sont pas identiques et ne peuvent pas être traités comme tels sans créer de graves distorsions dans l'évaluation des risques et des bénéfices. L'Iran, quelles que soient les critiques légitimes qu'on peut formuler à l'égard de son régime et de ses méthodes, est un État de 85 millions d'habitants avec une histoire de plusieurs millénaires, une culture sophistiquée et une population jeune et instruite qui aspire à vivre en paix et à se développer. Traiter ce pays comme une simple menace à éradiquer, comme une maladie qu'il faudrait exterminer même au prix de la mort du patient, n'est pas seulement moralement problématique, c'est stratégiquement absurde parce que la destruction d'un État aussi grand et aussi peuplé ne crée pas la stabilité. Elle crée un vide qui sera rempli par le chaos, les milices, les guerres civiles, les flux migratoires massifs et un terrain fertile pour toutes les formes d'extrémisme. L'histoire récente du Moyen-Orient, de l'Irak à la Libye en passant par la Syrie, devrait nous avoir appris cette leçon de façon suffisamment douloureuse. Il n'y a pas de victoire propre, rapide et définitive dans ce type de conflit. Il n'y a que des destructions qui engendrent d'autres destructions, des instabilités qui produisent d'autres instabilités et des coûts humains, économiques et stratégiques qui s'accumulent sur des décennies. La politique étrangère des États-Unis a besoin d'une refondation sur la base d'une analyse froide de ses intérêts réels, pas sur la base de promesses de victoire facile portées par des généraux à la retraite qui n'ont pas eu à assumer personnellement les conséquences des guerres qu'ils ont recommandées. Promettre une victoire facile depuis un plateau ou un pupitre reste toujours plus simple que d'en gérer les ruines ensuite. Cette crise est un test de maturité stratégique. La question n'est pas de savoir si l'Amérique est capable de détruire davantage. Elle est parfaitement capable de détruire davantage. La question est de savoir si elle est capable de construire une paix viable, une architecture de sécurité régionale équilibrée,
des relations internationales fondées sur le respect mutuel plutôt que sur la coercition unilatérale. C'est cette capacité à construire plutôt qu'à détruire qui déterminera si les États-Unis restent une puissance hégémonique respectée dans le monde, qui se dessine, ou s'ils deviennent simplement une puissance militaire. Redoutée, mais isolée, dont le modèle et les valeurs n'inspirent plus personne. Et c'est cette question qui va définir non seulement l'issue de cette crise spécifique, mais aussi la place des États-Unis dans l'ordre mondial pour les décennies à venir. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.